Alors que vous vous promenez dans les couloirs du site 19 de la Fondation SCP, jetant un coup d'œil par les différentes fenêtres sur les anomalies contenues là-bas, vous pourriez apercevoir une silhouette sombre penchée sur une table, bricolant comme un artisan dans son atelier. Un ancien sac d'apothicaire noir est posé à côté de lui, ouvert. Et si vous vous arrêtez et regardez pendant un moment, vous le verrez sortir toutes sortes d'outils de ce sac. Des outils incroyablement grands, des choses qui ne devraient pas tenir dans un si petit sac. Une scie à os, un support de perfusion, des pots de liquide fluorescent et des aiguilles de la longueur de votre avant-bras. Vous ne devriez pas être surpris. C'est un endroit pour les choses impossibles, après tout. C'est tout de même un spectacle curieux, l'homme ombrageux travaillant si diligemment, si silencieusement, concentré uniquement sur son métier. Quoi que cela puisse être, une seule chose pourrait le distraire de ses efforts. Vous. Il sent votre regard sur lui, et il lève les yeux. Des yeux sombres brillants derrière un masque en céramique en forme de bec. Il vous rappelle une illustration que vous avez déjà vue dans un livre sur la peste noire. L'équipement que les médecins de la peste portaient lorsqu'ils traitaient des patients sur leur lit de mort. Bonjour. Il vous salue d'une voix amicale et fortement accentuée. Ses yeux se plissent sous le masque, et si vous pouviez voir sa bouche, vous sauriez qu'il sourit. Comment allez-vous aujourd'hui, cher ami? Vous sentez-vous bien? Il fait un pas vers la fenêtre, tendant une main gantée, et vous réalisez soudainement que vous ne pouvez pas voir où le masque se termine et où sa peau commence. Ce n'est pas un masque, mais une partie de son visage. Ce n'est pas un homme ordinaire. Avez-vous besoin d'aide? Je peux vous examiner, propose-t-il, la paume de la main appuyée à plat contre la vitre. Un frisson vous parcourt l'échine, et vous réalisez que vous ne devriez certainement pas accepter son offre. Peu importe à quel point il semble amical, quelles que soient ses bonnes intentions, vous ne voudriez pas laisser le médecin de la peste vous soigner. Il était dans sa cellule de confinement, manipulant nerveusement son scalpel préféré. Il le traînait sur la surface de sa table de travail, en avant et en arrière, écoutant le bruit qu'il produisait. Ils avaient essayé de confisquer sa table, ses outils, mais les gardes avaient rapidement appris qu'il en avait plus dans son sac. Ils avaient essayé de lui prendre son sac, mais cela ne s'était pas bien passé pour tous ceux impliqués. Alors on lui a permis de le garder pour se fabriquer un laboratoire de fortune dans sa petite cellule solitaire. Il y avait un moment où il lui avait donné des sujets de test, des cadavres frais de la morgue pour qu'il les dissèque et les étudie. Il y avait un moment où les médecins ici venaient lui parler, parlant de cryptobiologie et de la peste à laquelle il s'était dédié à combattre. Ses jours étaient bien révolus. Il avait caché des morceaux des cadavres, des échantillons de tissu dans des pots de formol qu'il pouvait sortir lorsque la monotonie devenait trop grande. Mais les jours de matériaux frais, de discours éclairés avec d'autres hommes et femmes de science, étaient terminés. Il regrettait ces jours où il avait l'opportunité de collaborer avec d'autres comme avant. Qu'avait-il fait de mal? Il a simplement soigné les malades. Certes, il ne comprenait pas toujours leur maladie, ne voulait pas prendre leurs médicaments, mais ce n'était pas un choix à faire pour le patient. Cela aurait dû être à la discrétion du médecin. Peut-être qu'il ne faisait pas confiance à son expertise, ne voyait pas comment son travail servait le bien commun. Comme ceux qui ont vu Jonas Salk inventer le vaccin contre la polio, ou Louis Pasteur débarrasser le lait des bactéries, ils étaient déconcertés par les pratiques scientifiques avancées et craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Il pouvait pardonner leur ignorance, il était ainsi magnanime. S'il voulait bien le laisser sortir de cette pièce infernale, il pourrait leur prouver la valeur de son travail. Il pourrait tous les guérir, commencer une nouvelle ère de bien-être et de paix dans le monde entier. Il ne dormait pas exactement, mais lorsqu'il se reposait sur sa petite couchette dans le coin de la pièce, il rêvait de cet avenir, d'un monde guéri par son toucher. Un coup à la porte l'a sorti de sa rêverie. Quelqu'un à la porte de sa cellule de confinement. Il jeta un coup d'œil à la petite fenêtre et vit un gardien là-bas avec un plateau de nourriture. Il salua l'homme d'un geste enthousiaste. La subsistance, il n'avait bien sûr pas besoin de la nourriture pour survivre. Mais cela aidait son esprit à travailler plus efficacement. Cela lui rappelait une époque avant ses lumières fluorescentes et ses 4 mêmes murs de pain croustillants avec du beurre frais au bord de la Seine. Une petite fente s'est ouverte dans la porte et le plateau a été introduit. Il y avait du pain, comme il l'espérait, un petit plat de beurre, un pot de confiture et une tasse de thé encore fumante. Il a pris la tasse, inspirant profondément. Ah, un mélange à base de plantes avec de la lavande fraîche. Charmant. Il ne pouvait plus voir le garde à travers la fenêtre, mais il l'a appelé quand même. Merci pour les libations. Il avait toujours ses manières, après tout, même en détention. Il aurait aimé pouvoir mieux regarder l'homme, voir la pâleur de son teint, un tremblement dans sa main.
Il pensait avoir repéré de la sueur perlant sur son front. Était-il malade? Une analyse plus poussée était nécessaire pour confirmer. Il soupira, serrant la tasse de thé par frustration. Pourquoi ne le laissaient-ils pas simplement travailler? Pourquoi doivent-ils crier à la vue de ses efforts, fuir devant ses instruments? Cela ne semblait pas juste. Cependant, la poursuite de la science était rarement une chose glamour. Il avait appris autant au fil des siècles. Un jour pourtant, l'histoire le regarderait favorablement. De cela, il pouvait être certain. Il venait juste de s'installer et commençait à étaler du beurre sur le pain, certes rassis, quand un bruit horrible le fit sursauter. Il avait déjà entendu ce bruit auparavant, bien qu'il n'ait jamais vu sa source. C'était un cri assourdissant, un hurlement de pure agonie, comme le son d'un animal sauvage blessé. Il avait entendu de nombreux, très nombreux cris au cours de sa vie, de patients et de ceux qui se mettaient en travers de son travail. Mais jusqu'à ce qu'il soit placé sous la garde de la Fondation, il n'avait jamais entendu un cri tout à fait comme celui-ci. C'était de la rage pure, de la dévastation et de la souffrance mélangées, mouillée de larmes et assez forte pour déchirer les cordes vocales humaines. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un simple homme qui criait. D'autres cris lui ont répondu, et ceux-ci étaient très humains. Ces sons lui étaient plus familiers, des cris de douleur, de peur, de tentatives désespérées mais vaines pour échapper. Puis le bruit sourd de corps tombant au sol, de membres arrachés frappant les murs et les fenêtres, un grand fracas, et le bruit de quelque chose de grand se déplaçant assez rapidement à travers les couloirs. La curiosité scientifique a pris le dessus sur le docteur, et il s'est retrouvé à revenir à sa petite fenêtre, le visage pressé contre le verre si fort que son bec a failli le fissurer. Il ne voyait pas beaucoup, juste des gardes avec des armes dégainées courant dans le couloir. Il a vu l'un d'eux tirer, et a entendu la détonation. Mais sur quoi tirait-il? Puis il l'a vu, un flou pâle filant devant la porte. Quoi que ce soit, cela n'a pas même tressailli lorsque la balle a ricoché sur sa peau. Un long bras mince a heurté la porte, renversant le docteur en arrière sur sa table de travail. Il se stabilisa et se remit sur ses pieds, évaluant les dégâts causés à la porte. Elle était froissée sur elle-même, presque arrachée de ses gonds, et quoi que ce soit qui l'avait percuté avait déjà disparu. D'après les bruits de chaos au loin, il avait disparu autour du coin, avec les gardes à sa poursuite. Il inspecta les ruines de la porte de sa cellule de confinement. Elle était maintenant inutile, pendante et ouverte. Eh bien, c'était une invitation qu'il allait difficilement refuser. Il a pris son sac, y a rangé son scalpel et est allé voir ce que toute cette agitation signifiait. Il était assez facile de suivre la trace de sang, rouge vif et éclatant sur le sol en carrelage blanc, et le bruit des coups de feu, des cris humains, et de ce long et douloureux hurlement qu'il avait déjà entendu auparavant. Il marchait à un rythme tranquille, prenant son temps, jusqu'à ce que le bruit s'arrête soudainement. Il a tourné le coin et a trouvé un tas de corps, des gardes et des scientifiques, battus et ensanglantés, presque méconnaissables. C'était calme ici, sauf pour un son, le son des pleurs. Là, dans le coin, recroquevillé avec son visage contre le mur, se trouvait une figure pâle et mince, ses épaules secouées par la force de ses sanglots. Cette pauvre âme était clairement en grande détresse. C'était un spectacle particulier, sans cheveux et blanc, les bras distendus enveloppés autour de lui-même alors qu'il pleurait. « Excusez-moi » a crié le docteur à la créature pitoyable. « Est-ce que tu vas bien? Avez-vous besoin d'aide » Il n'a pas répondu, il a juste continué à pleurer. Quelque chose d'aussi désespéré avait-il été responsable de cette destruction? Les dizaines de cadavres, les murs écrasés, les portes effondrées et les fenêtres brisées. Cela semblait impossible. Certes, il était grand et semblait fort, mais il n'avait jamais vu un monstre pleurer auparavant. Ce ne pouvait pas être une créature dangereuse, pas quand elle était si triste. Il l'aiderait, mais d'abord, il s'occuperait de certains de ses corps. Il posa son sac sur le sol et sortit plusieurs fioles de liquide, un ensemble de seringues et une variété d'autres outils chirurgicaux dont il pourrait avoir besoin. Maintenant, après une si longue interruption, il pouvait reprendre son travail de manière significative. Il ne pouvait pas être certain du temps qu'il avait passé à ranimer ces pauvres âmes et à reconstruire leur corps, pendant que la créature pâle pleurait dans le coin. Les sanglots se sont estompés en arrière-plan pendant un moment, devenant une sorte de bruit blanc alors qu'il retirait un foie ici, le plaçait dans une cavité thoracique là-bas, tâtonnait et sondait, injectait et extrayait, testant de nouvelles méthodes aux côtés de remèdes éprouvés. Un à un, les yeux laiteux se sont ouverts. Les articulations raides de la rigidité cadavérique se sont mises en mouvement. Les visages pâles le regardaient avec la gratitude vide qu'il a vue chez tant de patients au fil des ans.
Ils n'avaient pas besoin de le remercier avec leurs mots. Le travail était sa propre récompense. Il s'attendait à ce que plus de gardes arrivent pour tenter de contenir la situation, mais aucun n'est venu, même alors que l'alarme retentissait au-dessus de leur tête. Quant à la créature morose, elle ne semblait pas du tout remarquer sa présence, même lorsqu'il avait ramené tous les cadavres intacts à la vie. Le patient se déplaçait sans but dans la pièce, attendant des ordres de quelque sorte. Le médecin tapota l'un d'eux sur l'épaule et donna à l'homme ressuscité un flacon de médicaments noirs et épais. « Donnez ceci au pauvre homme dans le coin, s'il vous plaît. Ce n'était pas beaucoup, mais ça devrait l'apaiser, lui offrir un peu de répit de sa douleur. » Le cadavre acquiesça, la bouche pendante et ouverte, un œil pendouillant, ne voyant pas de l'orbite. Il se dirigea vers la créature étrange et lui tendit la fiole. Il se tourna, levant la tête, et lorsqu'il croisa le regard du patient guéri, quelque chose changea sur son visage. Sa bouche s'ouvrit grand, incroyablement grand, et il poussa ce même cri terrible qu'auparavant. Des larmes coulèrent de ses yeux incolores. Ses bras tremblèrent de rage incontrôlée tandis que ses mâchoires se refermaient sur la tête du patient comme un boa constrictor. En un geste fluide, il engloutit l'homme ressuscité sous le choc du docteur. Il s'était trompé. Ce n'était pas une créature innocente prise au mauvais endroit au mauvais moment. Cette créature, quoi qu'elle soit, était profondément malade. Il n'avait jamais vu un cas aussi avancé et agressif de la peste. Il avait entendu des rumeurs, mais ne l'avait jamais rencontré. En tant que médecin, il avait juré de ne faire aucun mal, mais dans une situation drastique, des mesures drastiques doivent être prises. Il était bien connu de lui-même et des médecins de cette fondation qu'il pouvait faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme avec un seul toucher. Et donc, il s'approcha de la créature, le bras tendu, prêt à administrer ce toucher nécessaire pour protéger le reste de ses patients. S'approchant, la créature le regarda, les yeux grands ouverts et vides, un flot continu de larmes débordant et coulant au sol. Elle poussa de nouveau un cri, la bouche s'ouvrant suffisamment large pour engloutir toute sa tête, et courut vers lui à une vitesse vertigineuse. « Je suis tellement désolé que tu ne te sens pas bien », a dit le docteur, main pressée sur la poitrine de la créature. Dès que la peau dure de la main du docteur, que les non-initiés pourraient le prendre pour des gants, est entrée en contact avec la peau non pigmentée de la bête, ses yeux se sont fermés, ses muscles se sont relâchés, et elle s'est effondrée au sol avec un bruit sourd. Le docteur a fait les 100 pas autour de la créature tombée, observant la scène. Puis quelque chose d'étrange a attiré son attention. La poitrine de la créature se soulevait encore. Était-ce son imagination? Il a vérifié son pouls et a pensé qu'il était lent et faible. Et bien qu'il soit lent et faible, il était bel et bien présent. La créature vivait toujours. Elle avait simplement été rendue inconsciente par son toucher, plutôt que complètement décédée. Curieux. Très curieux en effet. Il marmonna. Peut-être y avait-il des comorbidités présentes, d'autres infections en dehors de la peste, qui rendaient la créature anormalement forte, résistante aux traitements habituels. Qu'est-ce qui pourrait causer ces capacités, cette agression intense? Cela semblait se produire chaque fois que quelqu'un observait le visage de l'entité. Si seulement il avait plus étudié la psychologie, la science de l'esprit et de son fonctionnement interne. Comme il n'avait aucune expérience de la thérapie, il n'était pas non plus certain que cette créature puisse communiquer en utilisant un langage quelconque. Il n'y avait qu'une seule façon de découvrir comment fonctionnait le cerveau de cette créature. Il devrait le démonter et voir par lui-même. C'était laborieux de ramener la créature imposante à la cellule de confinement du docteur. Il a eu besoin de l'aide de ses patients guéris, qui l'ont saisi par ses membres massifs et ont traîné le corps flasque à travers les couloirs. De retour dans son environnement familier avec une table de travail prête, le docteur a demandé à ses assistants de mettre le nouveau patient sur la table. Elle était un peu petite, incapable d'accueillir les membres distendus de la créature, mais s'il tentait d'utiliser un laboratoire officiel de la Fondation, il risquait d'être découvert et donc interrompu. Donc, cela devrait suffire. Il a d'abord installé un support à perfusion avec un liquide vert vif. Trouver une veine était aisé grâce à la peau quasi translucide de la créature. Maintenant sûr que la créature ne se réveillerait pas pendant la chirurgie, il pouvait faire la première incision. Scalpel. Il tendit la main. Sa lame chirurgicale préférée lui fut donnée par un patient serviable. Merci. Il déplaça le scalpel le long de là où serait la ligne de cheveux de l'entité si elle n'était pas entièrement chauve. Une fois le cuir chevelu retiré, il le mit de côté pour plus tard, quand il pourrait être réattaché. Bonsoir, s'il vous plaît. Il tendit de nouveau la main, et une fois de plus, son assistant lui donna l'outil approprié. Pourtant, c'est alors que tout s'est étrangement compliqué. Le docteur a toujours été très habile pour couper.
Il avait même été formé par le grand Robert Liston, mais malgré ses efforts pour scier, il ne parvenait jamais à égratigner le squelette de la créature. Naturellement, c'était quelque peu frustrant. Il voulait étudier le tissu cérébral de la créature, pour comprendre ce qui se passait neurologiquement, et il ne pouvait pas le faire si c'était impossible de scier le crâne de la créature. Il a émoussé 2 de ses scies préférés en essayant. Heureusement, il restait encore une solution pour accéder à la matière grise de la bête, une petite astuce qu'il avait apprise en étudiant les pratiques funéraires des anciens Égyptiens. Il sortit un long crochet courbé de son sac et l'inséra dans le passage nasal de la créature. Avec quelques manœuvres délicates, il réussit finalement à retirer le cerveau. C'était vraiment dommage qu'il ait dû le faire morceau par le passage nasal, mais on fait avec ce qu'on a. Il ne restait plus qu'à recoudre la peau de la tête de la créature à sa place. C'était en plein point de couture qu'une voix interrompit son travail minutieux, le faisant presque lâcher l'aiguille. « Hé, que fais-tu » Il regarda un garde, un pistolet pointé sur son visage. « Désolé, je suis en opération actuellement. Veuillez ne pas interrompre. » Il a réprimandé le garde, mais l'homme n'a ni écouté ni baissé son arme. En fait, il a crié quelque chose dans la radio, des mots de code que le docteur n'a pas reconnus. Puis il a tiré une balle dans le crâne du patient qui se tenait à ses côtés. « Comment osez-vous » s'est écrié le docteur, se préparant à affronter le gardien. Mais il était trop tard. Des dizaines d'autres gardes envahissèrent la pièce et neutralisèrent ses assistants. Certains en combinaison de protection ont saisi ses bras et l'ont éloigné de la créature sur la table d'opération. Peu importe à quel point il se battait ou protestait bruyamment, puis quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose de merveilleux. La créature a ouvert les yeux et s'est assise. Elle a regardé directement le garde le plus proche d'elle, et les deux ont vu le visage de l'autre. Le garde s'est tendu, se préparant au pire, mais rien n'est arrivé. La créature a simplement observé, calme et silencieuse. Pas de cris, pas de déchirure de chair, pas de bouche s'ouvrant de plus en plus pour avaler le trou d'homme. « Je l'ai fait !» a crié le docteur, submergé par l'euphorie. « Je t'ai guéri. Maintenant commence. Le reste de ta vie comblée. » Il a observé les gardes ramenant la créature étrangement sereine à sa cellule. La porte du docteur a été réparée, et il a été renvoyé à son état de captivité, mais il n'a jamais oublié le patient qu'il a aidé ce jour-là, et combien c'était merveilleux de faire une telle bonne action. Pendant ce temps, le cerveau de SCP-096 a repoussé en 1 heure, provoquant une autre énorme brèche de confinement, tuant une variété de chercheurs et de gardes. Cependant, il a été convenu de ne rien révéler à SCP-049. Il vaut mieux lui laisser celle-ci, il avait vraiment besoin d'une victoire. Allez maintenant voir SCP-049, le docteur de la peste. Tout ce que vous devez savoir est SCP-096. Shy Guy, incident d'évasion. 096-1, à brèche de confinement pour plus de vidéos sur les combattants terrifiants d'aujourd'hui.